Je m'appelle Sophie Isaac et quand en 2018 le CMN, donc le Centre des Monuments Nationaux, m'a recrutée, c'était avant toute chose pour mes compétences en matière de chantier des collections archéologiques. Il est vrai que depuis les années 2000, j'ai occupé différentes fonctions entre chantier de fouilles programmées, fouilles préventives avec l'INRAP, et service régional de l'archéologie en Drac à Montpellier, où j'étais responsable du dépôt régional, donc à Nîmes. Mais je ne pensais pas alors qu'un chantier de rénovation globale d'une telle ampleur nous attendait, et que même si pour moi les collections sont toujours centrales, elles auraient un rôle aussi important dans le nouveau musée d'Anserune. Je vous présente en premier ce schéma, donc des interactions autour des collections durant la rénovation du musée d'Anserune. Ce n'est pas un organigramme, je l'ai pensé comme un moyen visuel d'observation, d'une part des différents interlocuteurs et d'autre part de toutes les interactions entre elles, ou entre eux. Nous avons 6 principaux instigateurs qui sont représentés par des pastilles entièrement colorées, et donc pour certaines aussi avec un pointillé qui représente les agents qui travaillent au Centre des Monuments Nationaux. Je me permets de vous en faire un rapide tour d'horizon sans vous assommer, de haut en bas, de gauche vers la droite. Donc en noir, on a notre équipe d'architectes, les cabinets Dédalus, puis qui ont été remplacés par Alterline. En jaune, nos chargés locaux d'opération, donc sur qui reposent les travaux plutôt structurels. Donc Jean-Marie Barrois puis Christophe Robert, qui sont donc du CMN. En vert, notre scénographe, donc Marion Lyonnais, du cabinet Faxori Bird. En violet, donc toute l'équipe en fait de la direction du développement culturel des publics, donc au Centre des Monuments Nationaux, pour ce qui concerne la médiation et notamment les multimédias dans le musée. En rouge, donc Lionel Isaac, qui était là juste avant, l'administrateur d'Anserune, conservateur général pour la partie scientifique et le suivi général du projet, que vous venez donc d'écouter. En bleu, moi-même, donc pour les collections, donc j'appartiens à la direction de la conservation des monuments et des collections au Centre des Monuments Nationaux. Dans une moindre mesure, en bleu foncé, le pôle image, et en rose, le département des librairies boutiques, que vous entrevoyez donc sur la droite. Au passage, un petit carré noir, donc avec un chiffre blanc en bas à droite, vous donne le numéro des diapos si vous voulez poser des questions après la présentation, comme il y en a un certain nombre. Ce schéma, donc, ce schéma va nous accompagner dans les différentes étapes de cette présentation et va permettre, je l'espère, de mieux cerner les connexions, les ramifications liées aux collections pour chaque instigateur de ce projet. Si le fil rouge, comme m'avait interrogé Madame Martin, donc si le fil rouge du projet a été, de mon point de vue, les collections, c'est avant tout une histoire humaine, une histoire de fil conducteur. Donc quand Madame Claudine Martin m'a demandé de présenter le travail réalisé autour des collections sur Anserune, il m'a semblé pertinent de faire un balayage chronologique des grandes phases du chantier et de pointer pour chacune de ces phases en fait les étapes, les métiers qui sont intervenus directement dans le musée. Il est vrai qu'une partie d'entre vous qui êtes là aujourd'hui dans la salle avait pu in situ durant les 3 dernières années venir assister à des petites parties de cette transformation au cours de 5 visites très VIP. Vous reconnaîtrez alors certaines personnes, agents du site, photographes, socleurs, éclairagistes. Oui, libérer les espaces. Alors, évidemment, ça semble normal pour entamer une rénovation globale, mais dans les faits, ce n'est pas si évident dans un musée digne de la Belle au Bois dormant. Pour cette étape du chantier, 13 principaux interlocuteurs. Or, les architectes, c'est les forces vives du CMN qui sont sollicitées. Chargé des collections, CLO, donc chargé local d'opération, direction de la DCMC, donc ma direction, qui s'occupe de la conservation des collections, le personnel du monument qui a été donc nécessaire. Construit en 1905 sur un site dominant plus de 20 hectares, la Villa Meaux a été aménagée dès 1933 en un petit musée de site. Puis au cours de rénovation et de phase d'agrandissement, s'est retrouvé dans les années 50 dans sa configuration quasi actuelle. Il se compose de 4 salles principales,
d'environ 500 mètres carrés au total, et de petits espaces de bureaux, une crypte, une réserve, sur le site un bâtiment aussi appelé Maison des Fouilleurs, où se trouvent les salles pédagogiques, bureaux et dépôts archéologiques. Une histoire de plus de 100 ans de fouilles ayant chargé musées, réserves et dépôts d'environ 100 000 tessons, fragments divers. Alors, comment a-t-on procédé pour arriver à définir ce à quoi va ressembler le nouveau musée dans ses ruines ? Donc Lionel a déjà abordé en petite partie tout ça, mais je vais augmenter son discours. Depuis les années 60, peu ou pas de changements dans le musée. Les objets s'entassent dans les vitrines, il n'y a, pour ainsi dire, pas d'explication. Les objets sont mal conservés, mal mis en valeur, pas éclairés, il n'y a pas de maquette. Mais le constat, c'est un peu... c'est pas terrible. Il y a une salle historique qui a été voulue par Félix Mouret, le premier fouilleur dans ces ruines à partir de 1915. Elle a été dessinée par l'abbé Sigal, son successeur, et créée avec l'aide du Louvre à la fin des années 30. C'est la salle phare du musée. Elle expose plus de 500 vases et armes de la collection de Mouret, donc tous classés MH, monument historique provenant de la nécropole. Le travail préparatoire dès 2018. Alors, ça a été dans un premier temps le choix des œuvres avec l'administrateur. Donc, parmi environ 8000 objets qui étaient présentés dans le musée, un premier choix a permis d'en sélectionner 2000. Ensuite, il a été ramené à 1200 objets pour l'actuelle exposition permanente. Les critères principaux de la sélection ont été des objets qui ont été en relation, ou qui étaient en relation avec les thématiques abordées dans le parcours, telles qu'on le prévoyait, des objets plutôt entiers ou des objets pouvant faire l'objet d'une restauration. Ensuite, j'ai attribué à chaque objet un numéro simplifié et un code couleur. On avait beaucoup de numérotations différentes sur ces objets parce que chaque campagne de fouille ou chaque grand fouilleur dans ces ruines avait donné une numérotation différente des précédents. Et donc c'est pratique et intéressant quand on veut se repérer chronologiquement, mais par contre pour manier tous ces numéros d'objets, c'est très compliqué. Donc en plus de ça, on a donné des couleurs à ces étiquettes qui vert, rouge, bleu et jaune qui correspondaient aux futures salles d'exposition. Le numéro en fait utilisé par le Centre des Monuments Nationaux, donc dans sa base collectio d'inventaire, n'avait pas encore été créé à ce moment-là, puisque les objets ont été versés après. N'ayant aucun inventaire, hormis les livres anciens papier du musée, d'inventaire du musée, il a fallu créer un inventaire sommaire. Ou un récollement sommaire. Il s'agit d'un tableau Excel, le mien possède 59 colonnes, qui comprennent un maximum d'informations comme évidemment le numéro d'objet simplifié, le lieu d'exposition, le futur lieu d'exposition dans le musée, la matière, le cartel, le constat d'état que j'ai fait des œuvres qu'on abordera tout à l'heure, ou la boîte où on a rangé l'objet. Ce tableau, c'est vraiment l'outil essentiel pour jeter les bases du projet muséal. Une fois cette sélection d'objets entérinée, les objets pré-inventariés, j'ai effectué les photographies de travail. Alors, j'ai fait 8000 photos de travail pour les 2000 objets présélectionnés. Et toutes ces photos de travail, il a fallu ensuite que je les renomme avec les numéros simplifiés. Donc ça a permis vraiment une connexion entre mon tableau et mes objets pris en photo. Connaissant à présent le volume des collections du musée, donc je vous ai dit à peu près 8000 objets, il a fallu se plonger dans les réserves et le dépôt afin d'évaluer le temps de travail nécessaire à l'ensemble des chantiers à venir. Alors, estimation des volumes à venir pour les transports notamment, et pour le stockage aussi à venir dans les réserves externalisées. Comment estimer ce temps-là ? Il y a plein de façons différentes. On pourrait passer une après-midi, faire un colloque dessus. Je ne vais pas forcément vous les détailler. C'est vrai que moi, souvent, en tout cas, je pars de bac simple. Enfin, je veux dire, c'est assez binaire. Bac simple, j'estime une dizaine de minutes pour le reconditionnement. Bac compliqué, plus de 30 minutes. Et après, on fait un comptage dans les réserves. Là, par exemple, pour le dépôt, il y avait une estimation qui a été faite de 158 heures de travail pour 450 bacs. Et pour les volumes, il faut faire des comptages par rapport aux futurs bacs estimés, normes euro, que citait tout à l'heure
William. Donc voilà. Donc au comptage, en fait, on a compté plus de 100 000 objets, tessons, fragments. Ces 100 000 objets devront donc être stockés après estimation dans plus de 2000 bacs et 50 palettes pour tout ce qui était hors gabarit. Donc ça nous donnait la jauge du stockage externalisé. Suite à l'estimation de ces volumes, j'ai procédé à l'achat des fournitures donc pour les chantiers à venir. Donc bacs normes euro que j'ai choisi principalement avec des couvercles assujettis, des mousses, du papier bulle, des sachets, des étiquettes, enfin vous connaissez tout ça. Juste pour une anecdote, attention aux livraisons parfois épiques. Donc dans notre cas, la Auer nous a livré 50 palettes avec un double semi-remorque sur le site qui est, comme vous le savez, perché au bout d'une petite route enlacée et cabossée. Donc ça a été complexe. Et on a eu aussi la chance qu'un agent du site nous fabrique des boîtes sur mesure pour toutes les œuvres qui étaient volumineuses, là comme vous voyez en bas à gauche de la diapositive. Pour les œuvres sélectionnées, j'ai procédé donc au constat d'état, donc avec le conservateur des collections de l'époque qui se trouve à Paris pour le Centre des Monuments Nationaux. Donc nous avons défini d'une grille de critères et j'ai observé chaque objet afin de voir donc, ses fragilités, ses défauts et tout ce qui pourrait être amélioré par la restauration. L'état général, les anciennes restaurations, les cassures, les nettoyages, problèmes divers, couleurs à reprendre, l'ensemble de l'objet à reprendre. Bon. Ça a permis aux restaurateurs, entre les photographies et les constats, en fait, de pouvoir répondre à des marchés de restauration dans des délais très contraints par le chantier, puisqu'on avait 500 vases ou céramiques au marché à restaurer et 400 objets en métal. Un protocole a été pensé donc, dès 2018 avec ma chef de pôle, Agne Kogen, qui est en haut à droite là, de la diapositive. Ce protocole s'est appuyé sur nos expériences personnelles de chantier des collections et sur des musées et des institutions que nous avons interrogées ou visitées. Il concerne donc à la fois la procédure de conditionnement de ces objets, mais aussi préfigurer la méthode de rangement dans les futures réserves. En accord avec le pôle de l'inventaire, on a initié le pôle de l'inventaire, donc c'est le pôle qui s'occupe de tous les inventaires et qui se trouve à Paris, chez nous, au Centre des Monuments Nationaux. Donc on a initié les étapes à venir pour les objets à entrer dans la base collection, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc chaque bac des réserves a été divisé en fonction du type de mobilier rencontré. Un tri a été fait par matière ou par famille d'objets. En tout, 11 entrées différentes, donc je vais vous les citer rapidement. Céramique, métal, pierre, éléments d'architecture en terre, os d'animaux ou humains, petits objets isolés, avec à l'intérieur 12 catégories différentes, les objets en os, les lampes à huile, etc. Tout ce qui est graffiti, ensuite céramique peinte, vase entier, objets malades et céramique sigillée. Pour le stockage final, les céramiques entières, c'est la catégorie 9 chez nous. Les petits objets et la catégorie 6 sont stockés dans la réserve, donc dessous le musée. Le métal, lui, se trouve donc dans la salle métal, et le plus gros du mobilier, donc tout ce qui est céramique, pierre, tuiles, etc., est réorienté vers le dépôt. On a créé lors de ce travail des fiches réserve, salle métal ou dépôt, donc des fiches qui sont par bac, et on a donc réétiqueté l'ensemble des éléments quand on les a mis en sachet. En accord donc, avec ma direction, j'ai donné aussi une formation aux agents du site qui étaient disposés pour la plupart à participer à ce chantier des collections. Et nous avons commencé donc, le reconditionnement. Donc le reconditionnement du dépôt, donc c'est 450 portoirs. Il a eu lieu entre le mois de février et mars 2019. Le dépôt était vraiment dans un état très sale. Il avait servi de base et de dépôt INRAP durant 15 ans. Il a fallu retrouver la provenance de chaque collection quand c'était possible et reverser en accord avec la DRAC des collections qui appartenaient à la ville de Béziers et au dépôt régional de l'État. Le travail a consisté en un tri, un conditionnement en sachet zip épais, un zip épais, un réétiquetage, une mise en bac plastique norme euro et un inventaire sommaire, comme je vous le citais, sous tableur Excel. Ce reconditionnement a permis de réduire le volume global des collections d'environ 40%. D'ailleurs, la plupart du temps, quand on reconditionne, on obtient vraiment une réduction de la taille des collections qui est souvent entre 30 et 40%.
Le reconditionnement de la réserve, ensuite, a permis de traiter 833 portoirs bois, comme vous pouvez le voir sur la diapositive. De nombreux éléments lapidaires aussi qui étaient posés au sol, des amphores, avec une équipe de 3-4 personnes du monument entre le mois de juin et début août 2019. Comme évoqué précédemment, nous avons classé donc les objets et les fragments par catégorie. Il a fallu également démonter les grands panneaux présents dans la réserve qui comportaient avec des photographies, des plans et des dessins originaux. Pour les réserves, les agents du site ont été vraiment d'une grande efficacité au reconditionnement. Un de ces agents ayant participé à de nombreuses fouilles et connaissant les collections comme sa poche. Ici, c'est lui avec polo jaune, c'est Daniel Orliac qui vient de partir à la retraite. Ils ont permis tous, entre autres, donc, de réétiqueter l'ensemble de ces collections. Donc, pour les réserves, c'est 25 000 objets qu'on a pu dénombrer, de remplir les fiches papier, puis de les reporter dans des tableurs informatisés dans un temps vraiment record. Au final, nous avons obtenu une réduction du volume général là, de 30%, passant de 833 portoirs bois à 619 bacs normes euros et de dresser un pré-inventaire, un pré-récollement, sur lequel chercheurs et étudiants peuvent s'appuyer maintenant pour commencer leurs travaux. Le reconditionnement du musée et de l'ancienne salle métal a eu lieu, lui, entre octobre 2019 et janvier 2020. En 150 journées de travail, avec l'aide des agents du site, nous avons emballé donc in situ 10 000 objets et fragments qui se trouvaient dans le musée, entre les vitrines et le dessous des vitrines, et en les intégrant donc dans un tableur. Vous le savez, les armes du reconditionnement sont nos boîtes donc normes euros avec des couvercles, les boîtes bois sur mesure, les mousses de protection sur mesure, les mini-grippes, les étiquettes. Nous avons donc effectué un étiquetage sur les bacs selon leur future destination, soit de stockage temporaire, donc avec des petites étiquettes rondes de couleur flashy, et avec des étiquettes rectangulaires pour leur futur lieu de stockage dans nos dépôts à venir, dans le musée. Les collections ont été préparées à destination donc, de 5 ateliers différents de restauration, céramique, métal, os, corail, pierre, bois et bois fossiles, et de 2 réserves externalisées temporaires, donc à Vendre et à l'hôtel de Sade à Saint-Rémy-de-Provence. En attendant la fin des travaux de finition dans le musée, on a désigné différents espaces de stockage pour le retour des œuvres. Donc, nouvelle scénographie et réserve, donc c'était les objets qui allaient revenir dans la réserve, salle métal et dépôt. À l'approche de Noël, on a tous eu, je vous l'avoue, la sensation d'être un peu transformés en petits lutins emballant des paquets. Voilà. C'est le moment, je pense, de la première visite que vous avez effectuée avec les personnes des musées du département. Tout juste donc 2 ans après mon arrivée, nous avons organisé le déménagement donc par la société Artrans en février 2020 de l'ensemble des collections présentes sur le site. Elles ont toutes été palettisées. Il a fallu 6 jours donc, pour mettre tout sur palette et distribuer sur 4 sites de stockage différents. Donc, au milieu du chantier des bâtiments, Grava, Tractopelle, Algeco, c'est le top départ des collections. D'une part, donc, je vous le disais, vers les réserves externalisées de Vendre, où plus de 1200 bacs et une trentaine de palettes hors gabarit, d'objets hors gabarit ont été stockés. Donc on avait défini en amont un plan de rangement en fonction en fait, de la typologie et de la fragilité des collections. Et les réserves externalisées à l'hôtel de Sade, où on a donc stocké tout ce qui était petit objet et métal. Et donc après les lots des restaurateurs, donc je vous disais céramique par exemple avec environ 300 boîtes, métal avec une 50aine de boîtes, etc. À partir de là, évidemment, priorité maintenant, c'est assurer le suivi de ces collections, hors les murs. Donc après avoir inventorié, emballé toutes les collections, les avoir déménagées, il fallait bien évidemment en assurer leur suivi.
Évidemment, donc, ce suivi s'effectue sur les différents sites de dépôt dont je viens de vous parler, chez les restaurateurs aussi. Et ensuite aussi, c'était s'assurer des bonnes conditions pour leur retour sur le site. Donc là, on peut voir qu'on est monté en puissance dans le nombre d'interlocuteurs. On est passé de 13 interlocuteurs à 22 interlocuteurs. Et pour le moment, on reste néanmoins en grande partie... il y a tous les restaurateurs maintenant qui se sont greffés. On a aussi en fait, les gens qui vont assurer la sécurité des œuvres qui rentrent dans la danse. Alors, je ne m'étendrai pas trop sur le sujet des restaurations, car d'une part, il y aurait fort à dire, assez pour une présentation en soi, et que si pour ma part, j'ai effectué le suivi de ces restaurations pour certains lots, dont celui de la céramique, là qu'on voit ici, c'est un conservateur à Paris qui a géré les marchés, en tout cas, de ces restaurations. Là, en l'occurrence, pour la céramique, c'est l'atelier Dupin qui a été délocalisé à Agde, dans l'atelier de Frédéric Nicot, que vous connaissez peut-être, donc au Cap d'Agde. C'est tout de même, je vous disais, un peu plus de 400 vases ou objets qui ont été restaurés à ce moment-là. C'est comme vous le savez, vous pouvez l'imaginer, des réunions intermédiaires, évidemment, de rendu de travail, des validations, des rendus esthétiques, des réponses à des questions scientifiques concernant des formes spécifiques de vases, ou encore des problématiques de délai ou de problématiques financières qui ont été fortement impactées par le confinement. Enfin, les confinements, puisque les objets sont partis dans les ateliers de restauration en fait en février 2020. Donc 1 mois avant le confinement. Et que les restauratrices, qui étaient donc plutôt parisiennes, ne pouvaient pas descendre travailler durant ce temps-là. Donc les objets ont été conservés chez elles de février 2020 à octobre 2021. Donc 20 mois en fait au total. J'ai aussi effectué le suivi des restaurations des objets en métal, donc 300 objets au final qui ont été restaurés par l'atelier Acoros de Arles. C'est aussi donc, des réunions intermédiaires, des validations de rendus, de la documentation supplémentaire, puisqu'on avait beaucoup de radiographies en fait, d'objets dans nos archives, des photos anciennes à retrouver et des problématiques évidemment liées à des délais et au confinement. Juste pour les citer, les restaurateurs pour les autres matières ont donc de la même façon été suivis ou par l'administrateur conservateur d'Anserune, Lionel Isaac, ou le conservateur parisien de la DCMC, selon leur disponibilité, Covid, distance géographique, etc. Les objets en os corail ont été restaurés par Laure Cadeau de Montpellier, les objets en pierre par Fabienne Bois de Tours, et les enduits peints donc par Carole Aquaviva qui se trouve vers Toulouse. Et on a un objet en bois fossile qui a été restauré par Arc Antique à Nantes. Pour ma part, j'ai effectué aussi un passage une fois par mois dans les réserves externalisées de Vindre. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est à 10 km environ d'Anserune. Ça a permis d'assurer le suivi des œuvres, empoussièrement, corrosion, dégradation, fragilisation. Et c'est important de continuer à aller voir comment elles vont, nos chères collections. Et c'est vrai qu'à un moment donné, par exemple, un peu de pluie s'est infiltré dans un des containers, et le fait de le repérer de suite, ça a permis que ça ne se transforme pas en fait en piscine. Donc voilà, c'est bien de le faire. Dès le début du projet, on a opté pour des réserves sous le musée. Donc vous l'avez compris, on a trois réserves différentes. Pour les réserves qui sont sous le musée, on a souhaité mettre un compactus. Donc c'est un meuble mobile qui permet d'avoir beaucoup plus de stockage pour une surface qui, somme toute, est assez réduite. On a 70 mètres carrés de réserve. Et après, des rayonnages fixes dans les 2 autres dépôts, donc la salle métal et le dépôt qui est dans l'autre bâtiment. L'anticipation de ce besoin a permis de ne pas subir trop le surcoût qui a été lié à la hausse du métal depuis la crise du coronavirus et d'être approvisionné aussi dans les temps. La mise en place des nouvelles réserves a eu lieu donc début octobre 2021. Et donc je vous le redis juste une fois pour rappel, c'est environ 100 000 objets ou fragments qui sont aujourd'hui stockés dans ces réserves et dans ce dépôt.
En concertation avec notre chargé local d'opération, avec l'équipe des architectes, il a fallu fortement insister aussi pour l'installation d'un sas afin de conserver le plus d'inertie possible au climat général du musée. Donc vous le voyez, vous le devinez en bas à gauche, de permettre de tamponner les courants d'air et de maintenir une hygrométrie la plus adaptée aux objets. Dans un souci aussi de conservation, nous avons fait installer dans la réserve un extracteur d'humidité, donc qui est en haut à gauche. Donc lui, il est réglé à 50-55%, et un second dans la salle métal à 30% d'hygrométrie. Il est à droite. Ce sont des appareils qui sont autonomes, donc des petites boîtes là, comme vous pouvez le voir, qui sont autonomes, qu'il ne faut pas vidanger, qui ne nécessitent pas d'entretien particulier et qui ne sont pas très chers. Donc je vous encourage à les acheter. Par contre, ils rejettent les condensats à l'extérieur du bâtiment sous forme de vapeur. Donc vraiment, c'est tout bénef. Par contre, ils sont très bruyants. Donc dans une salle de musée ou dans un endroit où il y a du passage, c'est pas bien. J'ai pu également réaliser, donc là par exemple, l'inventaire sommaire, le récollement, on va dire, donc de certaines collections qui étaient stockées à l'hôtel de Sade à Saint-Rémy-de-Provence, où on avait des bureaux à ce moment-là. Donc lors du conditionnement de la réserve, nous avons isolé, je vous l'ai dit, tous les objets, et notamment ceux en os travaillés, qu'on appelle tabletterie en archéologie. J'ai inventorié donc sous tableur 938 objets dans ce cas-là, en réalisant une description et en prenant en photo. Les notices de ces objets-là ont aujourd'hui été versées dans Colexio, donc notre base Colexio du Centre des Monuments Nationaux, qui devrait aussi être accessible au public d'ici une année. Donc ces fiches-là, elles seront visibles parmi les près de 6000 objets qui ont été incrémentés, notamment par les équipes de l'inventaire. Ce travail de recherche, de pré-récollement, d'inventaire vraiment, permet dès à présent de donner accès aux chercheurs aux objets du musée et aux collections d'études. Cette année, par exemple, on a eu la venue de Joël Roland, qui donc a finalisé l'inventaire des perles et des bracelets en verre, que vous connaissez peut-être. Ou encore, on a souvent Colline Ruiz d'Arras du CNRS qui vient pour tout ce qui est graphite et notamment notre collection, notre corpus de graphite ibérique. La scénographe que vous voyez ici à droite, qui a été retenue pour le projet, s'appelle Marion Lyonnais, donc du cabinet Faxory Bird. Elle est architecte de formation, spécialisée dans la scénographie des musées plutôt d'histoire naturelle ou d'ethnographie. L'archéologie, c'était pas précisément quelque chose qu'elle connaissait. Et pour pouvoir mettre en valeur, il faut comprendre. Donc comprendre le discours, comprendre les objets. Ça a donc nécessité, de la part de l'administrateur comme de la mienne, un véritable accompagnement afin de rester tout en scénographie dans un discours scientifique. À la demande de la scénographe, nous avons donc effectué plus d'une centaine de réunions ou de points d'avancement sur les 3 dernières années, souvent avec la direction donc, du développement culturel et des publics au Centre des Monuments Nationaux. Et ça nous a permis de passer en revue les 1200 objets, 1203 exactement, sélectionnés pour la nouvelle muséographie, ainsi que de nombreux documents d'archives, et pour ma part de faire en sorte que ces objets ou ces archives nourrissent toujours un discours archéologique et qu'ils soient sublimés par la scénographie sans dommage pour leur conservation. À cette étape du projet, l'intrication des intervenants liés aux collections et à la médiation a permis donc à la scénographe de créer le parcours et l'agencement du musée. Ainsi, pas moins de 21 intervenants ont travaillé de concert, entraînant, comme vous pouvez le voir, plus de 60 interactions durables entre eux, certaines interactions datant de 2019 jusqu'en 2022, jusqu'à aujourd'hui. Ma toute première étape pour la mise en valeur des collections, une fois le projet déjà validé par la direction, a été de créer le cahier des œuvres du musée grâce aux tableurs et aux photographies de travail. Alors ce cahier s'est enrichi, il a évolué au fur et à mesure des réunions, il a permis en fait de positionner les objets dans chaque future salle, chaque future vitrine, de les regrouper en fait par lot ou d'indiquer par exemple les intentions de soclage ou de zoom spécifiques graphiques. Ce cahier il est indispensable dans tous les projets de musée et il doit être souvent mis à jour.
Certaines versions de ce cahier comprenaient parfois les cartels ou les dessins des vitrines, faites par les architectes. J'ai ainsi réalisé plus de 30 actualisations différentes entre 2019 et aujourd'hui, au gré de vitrines supprimées ou de changements d'objets ou d'objets rajoutés ou enlevés. Dans ce projet, toutes les vitrines ont été dessinées par Factory Bird et créées, donc l'atelier Factory Bird, et créées sur mesure ou réadaptées dans le cas de la salle Mouret par l'entreprise Saga de Givors à côté de Lyon. Le suivi de la création et de la fabrication des vitrines est un point important par rapport en fait, à l'adaptation des vitrines aux collections. Il faut que les dimensions soient vraiment ad hoc pour les œuvres, les choix des matériaux qui doivent être non polluants pour éviter les accélérations de corrosion, des clés de musée en fait sécurisées mais qui restent pratiques, des trappes d'accès pour les gels déshydratants ou les modules de sécurité, les joints d'étanchéité, les coloris qui doivent être adaptés aux œuvres. Enfin bref, les collections sont au centre vraiment de toutes les attentions à cette étape. Avec l'associé de la scénographe, architecte aussi et plus spécialisé dans tout ce qui est dessin en 3D, donc Joël Tanguy, nous avons modélisé les fosses funéraires pour la salle Jeanneret. En suivant les informations archéologiques récupérées dans les archives, nous avons travaillé sur des fosses qui sont donc au plus près de la réalité topographique, afin de pouvoir ensuite y introduire les objets à l'échelle 1, en sécurité et au plus près des relevés scientifiques. L'idée étant de travailler en plateau de bois teinté dans la masse en noir, donc ça s'appelle du valchromate, c'est ce que vous voyez en haut à droite là, sur la photo. On travaille en valchromate pour les fosses et les maquettes de la nécropole, donc à l'étage. Le volet de sécurisation des collections est absolument à inscrire dès le début dans les projets de cette ampleur, car il va faire appel à des corps de métier, comme les électriciens pour les arrivées d'électricité à prévoir dans les vitrines ou les postes de relais, mais aussi avec les scénographes et l'entreprise de création des meubles pour l'insertion des appareils, si l'on souhaite qu'ils restent invisibles. Pour ce projet, nous avons choisi le système proposé par la société Editag, pour sa simplicité annoncée de mise en place. Après l'installation, j'ai été formée, ainsi que certains agents de surveillance, au logiciel d'Editag et à l'utilisation du matériel. Donc le logiciel, lui, il enregistre sur un ordinateur dédié et il avertit au moyen d'un petit appareil qu'on appelle le beeper, qu'on voit à droite, en bas à droite. Il enregistre quoi en fait? Les vibrations, les mouvements, enfin il avertit en cas de vibration et de mouvement, et il enregistre grâce à des sondes placées dans la vitrine, et il permet de faire un suivi climatique en température et en hygrométrie, et donc d'agir si on a besoin. Parce que les objets aujourd'hui présentés sont restaurés, magnifiés par la nouvelle scénographie, il a paru donc encore plus important de faire de la sécurité du musée un point majeur. Donc a été installée une alarme anti-intrusion, ça existait déjà, mais là en fait on s'est équipé d'une multitude de caméras aux abords extérieurs et aussi à l'intérieur. On s'est équipé aussi d'un système de brouillard lors d'intrusion dans chaque salle. Donc ça c'est un truc un peu fou, mais si vous voulez je vous raconterai mais plus tard. Une alarme incendie, donc un SSI qui alerte automatiquement en cas de fumée. On n'a plus besoin d'appuyer sur un bouton. Et un système de passe aussi sécurisé pour les ouvertures des portes. Afin de me simplifier la mise en place des objets et d'en faire un suivi efficace, j'ai imaginé un système de classeurs par vitrine. C'est donc 126 classeurs dans lesquels on retrouve toutes les informations de suivi concernant les objets dans chaque vitrine. Par exemple, comme le nombre d'objets qu'on va voir dans la vitrine, les boîtes dans lesquelles ils ont été stockés pendant le déménagement pour pouvoir les retrouver, les dates où on va les rassembler dans la réserve, les dates où ils vont être photographiés, les dates de mise en place, les dates de soclage, le nombre d'objets à socler, etc. Et on trouvera aussi dans ce classeur plus tard les informations de suivi des objets. Donc quand on prête un objet, évidemment, quand on a besoin d'éléments spécifiques liés à sa conservation ou on a reçu des fiches, par exemple, des restaurateurs. Avec l'administrateur du site et l'aide d'une dizaine de chercheurs, nous avons travaillé sur les textes de salles, les textes de cartels, des objets.
notamment au travers d'une recherche approfondie de documentation et d'iconographie ancienne. Donc là, par exemple, à gauche, on a les plans cigales qui datent des années 30. On a au centre, en bas, la nouvelle publication de Martin Schwaller sur la nécropole. Et puis une photo de Félix Soumouré dans son intérieur qui présente la coupe de prochrysocéphale. Un chantier, c'est aussi des visites et des réunions, l'occasion de partager, d'échanger avec le plus grand nombre. Direction, musée, partenaires locaux, équipe de la scénographie, l'imprégnation de l'esprit des lieux, c'est vraiment essentiel. Sur l'image du haut, vous pouvez voir une de ces 5 journées visites in situ du département, évoquées en début de présentation avec le musée de l'Hérault et certains d'entre vous lors du travail de la socleuse Maud Discord. Avec la graphiste Amandine Vernet de l'atelier Création Fantasque, j'ai travaillé sur les dessins des zooms graphiques et des cartes pour les cimaises en verre et les cimaises murales, notamment en cherchant donc toute la documentation scientifique nécessaire pour l'ensemble de ces sujets et en particulier pour les fiches d'identité des tombes avec un dispositif de pictogrammes représentant le ou les défunts et les éléments disposés dans chacune des tombes de la nécropole. Et ça a l'air simple comme ça, mais en fait, c'est pas simple. Ce travail de recherche et de documentation, d'archives, de liens avec les objets et les éléments du site a été aussi réalisé avec des illustrateurs du projet. Donc à gauche, on a José Cabrera qui a donné chair au personnage de la nécropole. Donc c'est un dessinateur, lui, qui vient plutôt du monde de Ubisoft, donc du monde numérique, jeu, on va dire. Et à droite, avec Jean-Claude Golvin, qui, à l'issue en fait d'un travail pointu de récollement, de récollement des plans anciens et d'une documentation scientifique, a généré une vue assez inédite de l'oppidum, donc qui tend vers Narbonne en fait. De la même manière, il a fallu dialoguer aussi avec les différentes sociétés de production de multimédia, les alimenter en documentation scientifique et tenir ce fil conducteur des collections au travers des différents scénarios. Par exemple, là à gauche, sur l'image, en haut à gauche, c'est le film de la nécropole, où les objets en fait, qui sont représentés donc dans le film sont teintés en orange, comme ce petit vase à parfum, et ils sont ensuite en fait reconnaissables dans les vitrines ou sur les fiches d'identité. Donc ça peut être aussi un jeu, une attention un peu différente, un peu particulière qu'on peut porter sur ces objets-là en particulier. Pour ma part, j'ai plus spécifiquement travaillé sur un multimédia. Donc j'ai procédé à la scénarisation, à la restitution d'une tombe in situ, fait l'ensemble des photographies servant dans une grande table tactile que vous avez pu apercevoir dans le PowerPoint de Lionel. J'ai sélectionné en fait aussi des copies d'objets, fait appel à une potière pour restituer les vases à l'identique de cette tombe. Donc c'est la tombe 1001. Je remercie donc au passage ma fille, Taïna, qui a fait la figuration. Et c'est vrai que les collègues m'ont remercié pour le banquet qui a suivi. Évidemment, on n'a pas laissé tout ça dans la terre. J'ai aussi dessiné donc l'ensemble des motifs des 32 monnaies, donc 64 dessins des 4 dispositifs de la première salle du musée, puisqu'on n'avait pas d'iconographie existante sur ces monnaies. Avec les maquettistes, il s'agissait de leur livrer la documentation nécessaire à la création des 5 maquettes du musée. Donc plans annotés, rapports de fouilles ou de géologues, photographies anciennes, aussi effectuer le récollement de toutes les informations scientifiques, de créer les pré-plans des maquettes, comme vous pouvez voir à droite, qui ont été validées par le conseil scientifique. Ces maquettes, elles font appel à différentes techniques, tantôt plus traditionnelles, comme pour la Domus, ou plus technologiques, donc pour la grande maquette avec des découpes laser et des impressions 3D sablées. Il en résulte dans l'ensemble une impression quand même d'homogénéité avec les différentes courbes de niveau,
qui sont représentés là, sur le niveau du rez-de-chaussée en contreplaqué bouleau, donc en valchromate pour la nécropole. Ici sur la photo donc, de Jean-Claude Martinez, le plan de la maquette 3, la grande maquette centrale de la salle Cigale, qui fait 4 mètres de long, et les questionnements, le fourmillement de questionnements qu'il en ressort, comme quoi mettre en avant, ou d'ordre plus pratique, quelle couleur, quelle taille, quel matériau. Vous savez peut-être le nombre de questions qu'il faut se poser et auxquelles il faut trouver des solutions pratiques et esthétiques. Le travail sur les vases tactiles avec la personne chargée chez nous du handicap, Delphine Armel, d'après les vases originaux, a été vraiment très enrichissant. Et c'est une potière de Lyon, Sika Gomez, qu'on voit ici à gauche, qui a redonné vie par des facsimilés en céramique à 2 vases majeurs de la collection, en permettant donc de toucher les lignes de cassure, les décors qui ont été mis en relief ou les parties restaurées. Ces objets sont accompagnés de textes en braille et pour la suite, un futur dispositif en audio-description pour les personnes aveugles ou malvoyantes sera réalisé et un autre sera au format vidéo en faisant appel à la langue française des signes, la LSF. Dans chaque cas de figure, les objets sont le point de départ, les cartels enrichis d'informations scientifiques qui sont encore une fois à définir et à fournir. Et voilà, le retour des œuvres au musée et leur remise en place après 1 an et demi d'absence. Les objets rentrent au bercail. C'est le moment le plus intense du projet et c'est vrai que le planning, heureusement, a été tenu d'octobre 2021 à mars 2022, soit 6 mois vraiment très, très tendus. Ce qui est sans doute le plus complexe dans cette phase, c'est qu'on a eu donc 37 interlocuteurs avec plus de 90 interactions ou intrications entre les corps de métier ou les missions, et qu'il faut évidemment les organiser afin que chacun puisse intervenir en temps, en heure, sans trop de stress. C'est le temps de l'action sur le site, et c'est grâce à un planning vraiment bien anticipé en amont que rien n'a été oublié et que, pour ma part, j'ai pu mener ce chantier jusqu'au bout. Le retour des objets. Et oui, déménagement effectué par la société Artrans, comme à l'aller. Ça a été confortable pour nous car l'équipe connaissait les lieux d'approvisionnement et les lieux de retour. C'est dans les faits donc 8 jours de travail, 5 sites donc d'approvisionnement, 6 déménageurs, 3 camions, près de 2000 caisses transportées, 50 palettes avec plus de 200 éléments pondéreux. Le retour a été plus long que l'aller car les boîtes ont été rangées par numérotation et par catégorie sur les rayonnages. Aussitôt les collections placées dans le compactus, nous avons commencé à faire le tri et la préparation des objets des futures vitrines dans la réserve. Donc nous avions 1203 objets qu'il a fallu retrouver donc dans toutes les boîtes, reclasser dans les 126 vitrines, vérifier l'intégrité de ces objets. Nous avons fait alors les constats d'état retour des restaurateurs. Ce travail a été effectué entre octobre et décembre 2021. J'ai été épaulée évidemment par les agents du site, que je remercie encore, durant toute cette phase. Une campagne de clichés a commencé en parallèle. Elle a été préparée par le pôle image du Centre des Monuments Nationaux. C'est le photographe Laurent Leca qui a effectué les prises de vue de ces 1203 objets du musée. Il a travaillé durant 3 missions sur 2021 et 2022, durant 6 mois en tout sur le site, avec presque autant de travail en post-production derrière. Ces photos, elles sont publiées en fait sur la base Regard, qui elle est accessible d'ores et déjà en fait par tout le monde. Son intervention a nécessité aussi l'appui d'agents du monument pour amener les objets jusqu'à son studio, qu'on a essayé de mettre toujours au plus près des œuvres. Et ce travail minutieux a nécessité aussi l'appui d'une vacation, donc Léa Dolceroca, qui a permis au photographe d'avoir les objets toujours déballés et disposés selon son rythme de travail. À la suite de la création et de la fabrication des vitrines, l'arrivée et la mise en place de ces éléments nécessitent aussi une attention particulière. Par exemple, sur les grandes fosses funéraires,
qui, lors de leur montage, n'étaient pas correctement positionnés. On a 4 façons de les positionner différentes et c'était pas la bonne. Et on a eu la chance de pouvoir intervenir rapidement avant que cela devienne vraiment très compliqué de tout changer. Il me semble pertinent aussi, à cette étape, sans gêner le travail des poseurs, de manipuler toutes les ouvertures, les clés sécurisées, les accès aux trappes, parce qu'eux, ils ont tous les outils en fait, pour trouver des solutions très vite. Ça nous a permis de résoudre de nombreux petits problèmes qui auraient été vraiment gênants lors de la remise en place des œuvres. Le soclage, donc, il a été effectué par l'atelier de mode Discord, avec l'appui de Loïc Montesino et d'Alexis Muller, uniquement pour les amphores. Donc ils sont intervenus durant tout le mois de janvier 2022. Ils ont soclé 200 objets, donc 1/6 des objets présentés. Nous avons installé leur atelier dans la nouvelle salle d'exposition temporaire au rez-de-chaussée du musée. Tous les objets soclés avaient été présélectionnés, donc sur mon cahier d'œuvre, ils étaient siglés SO, avec la scénographe. Donc. Leur sélection dépendait de 2 raisons principales. Soit pour mettre un objet en avant dans la vitrine, tout simplement souligner un discours, ou pour des raisons de conservation et de fragilité. Les socleurs ont travaillé en même temps que la remise en place des objets dans les vitrines. Ça a permis en fait de moduler toutes les hauteurs de tige aux autres objets et d'adapter en fait les couleurs des griffes, par exemple. Nous avons eu vraiment de la chance de travailler avec cette équipe de socleurs très professionnelle, en capacité de s'adapter en fait à toutes nos demandes et à celles de la scénographe. Dès le début du projet aussi, nous pensions qu'en récupérant les objets, après pour certains quasi 2 ans de conditionnement, nous devrions faire quelques interventions de restauration de dernière minute. Bon, finalement, pas de bris intempestifs ou de graves problèmes, quelques recollages, oui, quelques retouches de couleurs, de petits nettoyages, mais vraiment rien de méchant. Ceci dit, le fait de savoir que ces interventions pouvaient être effectuées en parallèle de la remise en place a vraiment été d'un grand confort. Après discussion avec la scénographe et les conservateurs, j'ai procédé à la mise en place des objets dans les vitrines de la salle Giry, puis Cigale, Jeanneret et Mouret, et puis les tombes en fosse de Jeanneret. C'est une étape décisive en fait, largement anticipée, préparée au moyen du cahier des œuvres, précédemment abordé dans la présentation, mais aussi de façon vraiment pragmatique avec la scénographe, afin de visualiser le placement des objets en utilisant des grands calques qu'on a déroulés sur des grandes tables, aux dimensions de la vitrine, et en faisant en fait des formes d'objets et en les plaçant dans cette vitrine virtuelle. Pour le travail des fosses, où le nombre de fragments était vraiment très important et les positionnements pas évidents, puisqu'on voulait que ça colle quand même au plus près des images et des archives qu'on avait. Par exemple, là, au centre de l'image, donc la tombe Milin, où il y a plus de 300 fragments d'objets à l'intérieur, il a fallu vraiment s'entourer, au sens littéral du mot, de toute la documentation possible pour simuler vraiment cette reconstitution. Là, quelques images de Jean-Claude Martinez qui nous a accompagnés donc, durant près de 2 ans sur le chantier pour photographier le travail qu'on a effectué dans le musée et à ses abords. Actuellement et jusqu'à Noël est d'ailleurs proposé en fait dans la nouvelle salle d'exposition temporaire du musée en fait bon nombre de ces clichés qui témoignent de toutes les étapes et de toutes les interventions. Dans l'ancien musée, peu ou pas de manipulation de cloches en verre, donc c'est logiquement une étape à franchir pour les agents d'accueil, surveillance et de magasinage du site que de savoir correctement ouvrir et fermer ces vitrines, de manipuler ces cloches à l'aide de ventouses. La mise en place du graphisme a été confiée à la société L'Atelier. Elle s'est faite en de nombreuses étapes et encore une fois, les interactions entre chaque corps de métier sont très fortes. L'anticipation est vraiment primordiale à un moment où les collections sont réintégrées dans les vitrines. Ma présence à cette étape était importante pour garantir la sécurité des collections déjà mises en place et de faire en fait d'éventuelles préconisations sur les conditions d'exposition des œuvres en lumière, par exemple. Les fenêtres ont donc toutes été munies de filtres occultant à 95% la luminosité, ainsi que des voiles de coton imprimés ou de toiles de Trévira qui ont permis de voir le paysage au travers.
Durant 4 semaines, Jean-Noël Cordonnier et son assistante Caroline Lerouge ont procédé au focus lumière. C'est la dernière étape essentielle pour le rendu final du musée, avec plus de 600 loupies, donc c'est des mini-éclairages, des mini-spots sur rail, et plus de 400 spots en plafond. Le musée ne laisse plus la place à la lumière fluctuante de l'extérieur. Grâce aux occultants sur les fenêtres, il s'affranchit de cette contrainte et permet de ne bénéficier que du meilleur de l'éclairage en tout temps. On connaît tous les lumières du sud de la France en plein été. C'est vraiment implacable. Alors c'est donc cette lumière artificielle aujourd'hui qui permet de donner une homogénéité à l'ensemble du musée, des ambiances différentes dans chaque salle, d'appuyer la dramaturgie voulue par la muséographe, d'orienter le regard du visiteur. Mon rôle à cette étape a été d'accompagner les light designers, puisque c'est comme ça qu'ils se nomment, afin de leur indiquer et de leur expliquer en fait ce qu'il fallait le plus mettre en valeur et ce qu'il fallait sans doute le mieux dissimuler, parce qu'il y a encore des choses à dissimuler. À ne pas oublier dans vos chantiers, le nettoyage des vitrines. À Anserune, les verres des cloches semblaient apprêtés d'une substance grasse, extrêmement compliquée à enlever, bref, un vrai casse-tête et beaucoup d'huile de coude. Sur cette ancienne plaque photographique prise devant le musée datant d'environ 1930, on peut voir l'abbé Cigale, à gauche, tout à gauche, présentant à des confrères le site d'Anserune. En regardant cette photo de près, j'ai vu la plaque d'immatriculation de cette magnifique Rosalie cabriolet décapotable, il ne s'ennuyait pas quand même, le curé, 2022 AZ. Un coup du destin, hein, car effectivement, en juillet 2022, le musée est rénové de A à Z et réouvert après 4 ans de travaux. Avec une scénographe intelligente et talentueuse, un chargé local d'opérations attentif, réactif, un investissement à 1000% du CMN, tant financier que scientifique et humain, beaucoup d'énergie, on arrive à un beau musée, qui j'en suis sûre fera date dans les musées d'archéologie. Pour finir, je vous propose une petite visite rapide et presque virtuelle du nouveau musée et de la nouvelle exposition permanente. Voilà, donc le musée aujourd'hui, tout pimpant, la rampe d'accès PMR à droite, le sas qu'on devine derrière les grilles dessinées par Formigé, qui ont été avancées afin de créer donc ce sas. La première salle du musée, dite salle Giry, salle d'introduction avec donc des œuvres remarquables des 4 grandes civilisations d'Anserune et ce film d'introduction qu'on trouve à droite en entrant, coloré. Le brûle parfum de Déméter qu'on a aperçu tout à l'heure dans le PowerPoint de Lionel et le bracelet en lignite dans un décor donc gai et chaleureux. La deuxième salle du musée, dite salle Cigale, c'est la salle de l'habitat sur l'oppidum au travers de 8 siècles d'exploitation. Donc là, on peut voir un vaisselier romain à gauche et nos fameuses dolias qui vraiment en fait ont façonné l'oppidum, l'idée de l'oppidum. La troisième salle, dite salle Jeanneret, dédiée à la nécropole d'Anserune, qui présente, elle, 15 tombes de différentes façons et à différents moments de l'enfouissement jusqu'à la fouille. Je vous mets l'eau à la bouche, en fait. Le cratère de la tombe GR3, donc avec son soclage inédit, que vous avez peut-être vu quand vous étiez venu nous rencontrer avec la sauteuse. La tombe Ib 71 avec la coupe de Procris-céphale, donc un des fleurons de notre collection. La simèse en verre qui sépare la salle Jeanneret de la salle Mouret, donc qui figure cette académie venue en octobre 1916 authentifier le site comme site majeur de la protohistoire française. Ici, la salle Mouret, en fait, sur 3 années, donc en 2018 en haut dans son état initial, depuis près de 70 ans. En 2019, lors de l'étape du conditionnement, donc au centre, et en bas en 2020, après le déménagement, vidé de ses collections.
Elle est ensuite transformée donc, par ses ouvertures, son électricité, son isolation, ses sols, donc entre 2020 et 2021. Peinture en 2021, retour des armoires donc à l'automne 2021 et installation des objets en février 2022. Et aujourd'hui, avec ces 500 vases remis en place, donc plus de la moitié sont des urnes cinéraires. Donc c'est donc le cœur de la nécropole qui est ici, celle qui a été fouillée par Félix Mouret dès 1915. Et oui, la boucle est donc bouclée. Et c'est donc avec ce coucher de soleil, pris du haut de l'oppidum vers la plaine audoise, Capestan et plus loin Olonzac et les Pyrénées, je vous remercie pour votre écoute, en espérant ne pas trop vous avoir assommé.